Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Moselle, l'émission qui vous emmène à la découverte de l'histoire du département en compagnie d'experts et d'historiens. Aujourd'hui, c'est une thématique qui me tient à cœur depuis longtemps que nous allons développer ensemble. Aux quatre coins du territoire, lors d'une promenade, les habitants, les visiteurs, peuvent se retrouver face à des vestiges du passé de notre territoire. Et oui, qui n'a jamais vu de ruines qui sont là depuis des siècles, parfois même des milliers d'années, sans vraiment savoir ce qu'il en est et ce qu'elles représentent. Le premier site sur lequel j'aimerais vous emmener, c'est celui du village de la Horgne, à Montigny-lès-Metz, un lieu exceptionnel dont l'histoire riche vient d'être approchée de très près par une équipe d'archéologues de Metz Métropole. Et les découvertes nombreuses ont permis de comprendre l'histoire de ce site, et vous allez voir que cette histoire nous emmène loin, très très loin en arrière. Sur cet immense terrain vague en bordure de Montigny-lès-Metz, bientôt de nouveaux immeubles d'habitation verront le jour. C'est à cette occasion que l'archéologie préventive est intervenue. Situé à côté de ces ruines, le site avait de quoi être prometteur, et vous allez voir que ces promesses, le site va les tenir. Un peu d'histoire tout d'abord. Ces ruines, situées à une centaine de mètres du chantier, représentent tout ce qui reste du village de la Horgne. Un village qui entre dans la grande histoire lorsque l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, y établit son campement lorsqu'il assiège la ville de Metz en 1552. Mais loin de ne concentrer que des découvertes du XVIe siècle, le site va permettre aux archéologues de remonter le temps de plus de 3000 ans en arrière. Gaël Broyevitch, chef des opérations sur cette fouille de la Horgne, a accepté de nous emmener à la découverte des objets qui se cachaient ici et répertoriés sur cette carte grâce à plusieurs couleurs. Elle montre tout d'abord que c'est un chantier avec une grande densité de structures, c'est-à-dire on mesure l'importance d'un site par sa taille, donc par l'emprise qui est fouillée, donc là on est sur 5 hectares, et par la densité de structures, par le nombre de vestiges archéologiques qui sont découverts. Et donc là on voit qu'on a un site très dense, il y a de nombreux petits points qui marquent en fait la présence de trous de poteaux, de fosses, de murs, de fossés. Et tous ces vestiges s'échelonnent entre des périodes assez reculées, donc depuis l'âge du bronze jusqu'à l'occupation en périphérie de la ferme château de la Horgne, donc du 15e jusqu'au 19e siècle. D'autre part, on peut documenter toute la structuration du paysage et la valorisation du paysage à la période romaine, puisque la ferme château de la Horgne s'installe sur une villa gallo-romaine. Et ça, c'est une des grandes avancées de la fouille, c'est ça a permis de montrer que la ferme château en fait, est installée sur une villa romaine. Par ailleurs, nous avons pas mal de vestiges qui remontent au 15e, 16e siècle, qui sont en périphérie de la ferme de la Horgne et qui pourraient être en relation avec le siège militaire, donc avec la présence d'un camp de militaires. Donc on a des grandes fosses avec du mobilier de la vie quotidienne. Il faudra voir si c'est du mobilier qui est vraiment spécifique d'un camp. Ce sont donc de nombreuses époques de la chronologie occidentale qui ont successivement enrichi ce terrain depuis plus de 15 siècles. Et concernant les découvertes qui remontent au XVIe siècle, comme ces squelettes de chevaux, l'archéologue préfère rester prudent avant de les rattacher à l'histoire du siège de 1552. Donc, la présence de tous ces vestiges, des petites habitations et ces fosses qui ont recueilli des squelettes de chevaux pourraient être en relation avec la présence avec le camp de Charles Quint, mais tout ça est évidemment confirmé par des analyses que nous allons mener dans les mois à venir. Ces nombreuses découvertes ont été ramenées ici, à la maison de l'archéologie préventive de Metz Métropole. Conservés dans ces réserves selon un protocole de conservation très strict et soigneusement répertorié, tous ces fragments du passé serviront à l'étude du site et aux travaux des historiens et autres experts qui s'empareront du sujet. Ici, on est donc sur l'étape de post-fouille, donc du traitement du mobilier, c'est-à-dire les curveurs, le mobilier est revenu dans nos locaux, à la Maison de l'archéologie et du patrimoine à Metz. Et il va y avoir toute une série d'actions qui va être menée sur ce mobilier, c'est-à-dire le lavage, l'inventaire, le conditionnement et ce matériel, donc les différents objets en métal, en os, en céramique. Ce matériel va être envoyé à des spécialistes qui vont l'étudier et éventuellement le matériel va pouvoir être restauré, stabilisé pour avoir une étude complète.
La méthode de tri et de conservation nécessite différentes salles hermétiques et contrôlées afin de conserver au mieux tout ce mobilier mis à disposition des experts et des chercheurs. Car eux aussi ont un rôle primordial dans la phase post-fouille. Donc ici on est dans la petite réserve, donc c'est le lieu de stockage de tout le mobilier archéologique qui suit en fait la phase de lavage et de tamisage. Donc tout est rangé selon les matières. Et une fois que tout ça est rangé, c'est rentré dans une base de données qui me permet de savoir le suivi exact de chaque mouvement d'objet et qui permet après d'être redispatché au niveau des différents spécialistes. Et ça, ils vont rester stockés là tout le temps de la durée du rapport de fouille. Et une fois que le rapport de fouille est rendu, tout ce qui est ici passe dans une autre réserve encore plus grande où là on a nos collections dites pérennes. Et pour tout ce qui est objets spécialisés comme le métal, le verre ou le bois, à ce moment-là, on n'est pas dans cette réserve-là, mais on est dans d'autres petites réserves où là, les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées parce que chaque objet archéologique ne demande pas les mêmes conservations. Nous, dans l'archéologie, ce qu'on va faire, c'est apporter une pierre à l'édifice, entre guillemets. On va venir apporter de nouvelles informations sur les connaissances qui existent déjà, en même temps en sauvegardant ces témoignages du passé. Et à ce moment-là, oui, effectivement, après, ça, c'est pas nous qui décidons de changer les lignes des manuels d'histoire, mais voilà, on apporte contribution à ce qu'on connaît déjà. Pour, par exemple, l'histoire régionale ou locale, à ce moment-là, ça permet d'avoir vraiment plus d'informations, mieux comprendre l'évolution d'une civilisation, pourquoi elle s'est installée là, et à ce moment-là, voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Mais avant de se retrouver dans ces allées, chaque objet doit passer entre les mains des techniciens de fouille. Car si les recherches sur le terrain sont terminées, le gros du travail est encore à venir. D'autant plus que les objets découverts durant cette phase de fouille sont très nombreux. La fouille de la Horne, c'est vraiment une fouille considérable. En termes de mobilier, ne serait-ce que les objets métalliques, je suis déjà à une bonne dizaine de boîtes pleines. La céramique, là, c'est qu'une partie qui est déjà nettoyée, rangée et pré-inventoriée. Et vous avez vu tout ce qui restait sur les portants et les caisses qui ne sont pas encore lavées. Donc là, on peut dire que c'est une fouille considérable au niveau en quantité de mobilier et ça va demander une gestion très rigoureuse pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Ici, à chacun sa mission. Laver les objets avant de les restituer dans des sacs numérotés correspondant aux différents lieux de fouille sur le terrain. La Maison de l'archéologie préventive a bien sûr la mission d'accueillir tout ce qui peut aider à la compréhension du territoire grâce au travail des archéologues, mais son autre objectif est aussi le partage de ces informations. Alors la Maison de l'archéologie et du patrimoine, c'est un lieu spécifique qui accueille le grand public pendant les journées de patrimoine, les journées de l'archéologie, qui accueille les groupes scolaires également, qui permet de partager nos connaissances vers tous ceux qui s'intéressent à notre patrimoine local, et qui souhaitent apprendre rapidement également qu'est-ce que nous avons trouvé au cours de nos fouilles. Donc c'est une possibilité de venir nous voir, d'organiser des visites et de partager les connaissances et la richesse de notre territoire. Cette aventure historique et archéologique du terrain de la Horgne n'a pas pris fin lors de la clôture des fouilles. En effet, ces ruines du village vont être préservées afin de les ancrer dans le nouveau projet immobilier. Préserver le patrimoine, un objectif important pour le maire de Montigny-lès-Metz. Ici, nous allons simplement conserver la mémoire des lieux et en faire aussi un espace qui sera dédié à la biodiversité. En clair, un jardin, un nouveau jardin de plus de 3 hectares qui sera donc à la fois didactique dans la mesure où il apportera une pédagogie. Ce sera en tout cas un lieu où on respecte l'histoire et où on sera aussi dans la volonté de montrer combien il est important de respecter son passé pour mieux construire son avenir. Si le site de la Horgne est entré dans l'histoire en 1552, les travaux des archéologues et des historiens permettront de comprendre et de connaître mieux l'histoire du site antérieure au XVIe siècle. Et grâce à leur préservation voulue par la municipalité, ces ruines pourront à nouveau raconter leur histoire et celle du territoire.
Voilà donc pour ces ruines exceptionnelles du village de la Horgne. Direction maintenant Thionville, une ville devenue française en 1659 sous le règne de Louis XIV. Et dès son entrée dans le royaume de France, de nombreux travaux vont être entrepris pour en faire une ville qui protège le royaume. Une enceinte fortifiée sera construite et elle porte le nom de Couronné, nom qu'elle doit à la forme de ses remparts en forme de couronne. Lors de cette construction, 2 ponts écluses ont été construits au milieu du XVIIIe siècle et sur un canal creusé à la main de plus d'1 kilomètre de long. Si l'un de ces ponts écluses a été en partie rénové dans les années 90, l'autre est toujours en ruine. Mais alors, à quoi servaient ces ponts et quand ont-ils été détruits ? Bruno Touvron, directeur du patrimoine à la ville de Thionville, répond à toutes mes questions. C'est parti. À quelques pas du centre-ville de Thionville, l'histoire du territoire est toujours là, bien visible et même en grande partie rénovée. Ce bâtiment est l'un des 2 ponts écluses construits au XVIIIe siècle par Louis de Cormontaigne, sur un canal creusé à la main. Louis de Cormontaigne, un architecte militaire célèbre et qui fut autrefois élève du grand Sébastien le Prestre de Vauban, l'architecte attitré de Louis XIV. Ces ponts écluses avaient de nombreuses utilités civiles et militaires. Ça fait partie intégrante des travaux que l'ingénieur Louis de Cormontaigne a lancés au XVIIIe siècle à Thionville. Il s'agissait à la fois de protéger Thionville des inondations récurrentes, d'où le percement d'un canal de dérivation pour éviter des flux trop importants vers le Thionville intramuros de l'époque, et donc de pouvoir protéger ces voies d'eau au sein même d'un dispositif fortifié, le Couronné, et d'installer des ponts écluses, des ponts fortifiés chargés de protéger ces 2 accès qui pourraient être une faille dans le dispositif de fortification de ce XVIIIe siècle. Alors ce pont écluse, nous sommes dans le pont dit amont, c'est-à-dire en amont de la rivière. Ce pont est constitué de 3 niveaux, un niveau inférieur qui pouvait servir de magasin en temps de guerre, le niveau médium où nous nous trouvons actuellement qui servait tout simplement de caserne, donc qui abritait les soldats, et un niveau supérieur qui était installé sur des poutres et qui pouvait servir de magasin en temps de paix. Si une partie de cette caserne sur l'eau a été rénovée pour apparaître comme autrefois, une partie est encore en ruine et témoigne toujours du passé mouvementé de Thionville. Un squelette de pierre aux dimensions impressionnantes et dont les vestiges nous permettent d'imaginer son allure d'antan. Le pont écluse a été restauré en partie, enfin le pont écluse amont a été restauré en partie. Ici nous trouvons devant la partie qui n'a pas été restaurée. Alors cet état n'est pas dû à l'érosion et aux affres du temps, c'est dû tout simplement au combat de 1944 entre les troupes américaines et les Allemands qui ont eu lieu sur cette zone du Couronné. À savoir que Thionville a été libérée par les troupes américaines en septembre 1944, mais uniquement le côté rive gauche de la Moselle. Donc il a fallu l'attaque du 11 novembre 1944 pour que les troupes américaines puissent continuer leur avancée. Et forcément, de sévères combats ont eu lieu sur ce lieu et qui ont détruit en fait les ponts écluses. Et une autre surprise m'attend maintenant dans les caves de cette construction quasi unique en France. Direction les soubassements de l'édifice, et pour celui qui recherche des lieux historiques, la découverte est grandiose. Ces caves voûtées du XVIIIe siècle, restées dans leur jus, nous plongent dans un lieu méconnu et, pour des raisons évidentes de sécurité, fermé au public. Longue de 80 mètres et large de près de 40 mètres, ces 3200 mètres carrés n'étaient pas sans utilité lors de la construction de ce pont écluse. Alors voilà, on y est, on se trouve donc dans le niveau le plus bas du pont écluse, tout simplement de ce qui servait de magasin en cas de guerre, c'est-à-dire de pouvoir protéger les vivres de toute attaque, de tout projectile en fait, pouvant altérer les étages supérieurs. Alors ce qu'on peut y voir, c'est énormément, forcément un système voûté qui permet de supporter l'élévation supérieure et des éléments qui sont quand même assez chargés d'histoire, vu que on est vraiment sous les soubassements de ce pont, soubassements qui remontent au XVIIIe siècle et qui vont connaître tous les affres, y compris jusqu'en 1944.
De nos jours, la conservation du patrimoine dépend bien sûr des historiens et des archéologues, mais également des élus. Et justement, le maire de Thionville, Pierre Cuny, se sent particulièrement attaché à ces vestiges qu'il souhaite continuer d'inclure dans la vie quotidienne, comme pour ces anciennes casernes construites durant la première annexion de la Moselle à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Cette ville a un patrimoine absolument remarquable. Et au même titre que nous avons impulsé une vraie dynamique économique, urbanistique, sanitaire, il y a une vraie culturelle, il y a une vraie volonté aujourd'hui de donner une impulsion forte en ce qui concerne le patrimoine, qui est un patrimoine formidable. Et c'est un patrimoine qui est plutôt méconnu, parce que non mis en fait en lumière. Et donc c'est une vraie volonté que nous avons sur le plan politique. J'ai d'ailleurs nommé un conseiller délégué au patrimoine pour effectivement réfléchir sur la mise en lumière, notamment de toutes ces fortifications à l'entrée de ville, ce qu'on appelle le couronné, qui en fait a été construit au début du XVIIIe siècle par Cormontaigne et qui permettait ces fortifications de protéger la ville des invasions. Et donc il y a effectivement dans ce patrimoine, et qui est tout à fait remarquable, deux ponts, des ponts écluses qui sont, je crois, uniques en France. Ces ruines d'hier n'ont, semble-t-il, pas fini de faire parler d'elles, et ces constructions militaires que sont le couronné font donc partie intégrante de la vie d'aujourd'hui, mais également des projets de demain. Les ruines sont donc parfois proches des centres-villes et des habitations contemporaines. D'autres fois, il faut marcher et s'éloigner de ces lieux de vie pour se retrouver en pleine nature, là où d'autres sites exceptionnels existent. C'est le cas de ce que nous allons maintenant découvrir sur le Mont Saint-Germain, à 7 km de Metz. Là encore, des fouilles ont permis de comprendre la chronologie de ce site fabuleux pour tous les amateurs de vieilles pierres et d'histoire. Avec Sophie Delange, guide conférencière pour Metz Métropole, nous sommes partis à la découverte de ces ruines magnifiques, situées juste à côté du village de Châtel-Saint-Germain. Émergeant de la brume, ces ruines offrent un paysage quasi mystique, dont l'histoire incroyable s'étend sur près de 5000 ans. D'un côté, les ruines d'une église médiévale et tout autour de nombreuses tombes. Un site à l'histoire riche donc, qui s'étend sur cet éperon rocheux, culminant à plus de 200 mètres d'altitude. Et quand le soleil se lève, les vestiges, doucement, se dévoilent. L'occupation de ce site a été très longue et on a retrouvé des traces d'occupation qui datent de la fin du néolithique, à peu près 2500 avant Jésus-Christ. Ensuite, on sait qu'un village gaulois a été probablement installé ici vers le 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, à l'époque gallo-romaine, on pense qu'il y avait ici un site défensif très, très important. Et enfin, à partir du XIe siècle, les textes attestent de l'existence d'une église qui était déjà dédiée à Saint-Germain et qui était installée sur le lieu-dit Chastel. C'est sur ce site également que sera construit le château épiscopal de Jean d'Apremont. Un lieu qui sera le théâtre de l'une des histoires les plus célèbres de la région, la guerre des Amis, qui opposera l'évêque Jean d'Apremont et les bourgeois messins jusqu'à ce que les Parèges, les plus riches habitants de Metz, prennent le pouvoir dans la ville et chassent l'évêque. Préhistoire, âge de fer, époque gallo-romaine, Moyen-Âge, autant d'époques qui se côtoient donc ici. Évidemment, c'est un endroit, un haut lieu stratégique, puisque nous sommes ici sur un éperon rocheux qui surplombe une route qui allait de Metz à Paris en passant par Verdun et Reims. Donc on voit aussi, on sait également que ce site a eu diverses occupations et diverses destinations, donc des occupations militaires, civiles, mais également religieuses, ce qui en fait tout son intérêt. Ce haut mur qui domine le site et les ruines qui l'entourent sont tout ce qui reste de l'abbaye Saint-Vincent construite au Xe siècle qui sera plus tard transformée en prieuré. Un lieu de culte qui attirera les fidèles jusqu'en 1760 au moment de sa destruction volontaire ayant pour cause son état de délabrement avancé.
L'autre époque très représentée sur ce site est bien sûr l'époque mérovingienne. En effet, des centaines de tombes ont pu être fouillées et ainsi livrer leurs trésors et leurs secrets. Derrière moi, peut-être un des endroits les plus emblématiques de ce site et qui reste encore aujourd'hui une énigme, c'est une nécropole qui a été établie à l'époque mérovingienne, donc au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir qu'on est là sur un site en hauteur et sur un éperon rocheux, donc c'est vrai qu'une nécropole en cet endroit, c'est un petit peu mystérieux. Alors les archéologues ont fouillé pas moins de 374 tombes, dont à peu près une soixantaine datent de l'époque mérovingienne. Ce cimetière a été occupé jusque pendant le Moyen-Âge et jusqu'à la destruction en fait, de l'église, donc jusqu'au XVIIIe siècle. L'époque mérovingienne et l'époque carolingienne en Moselle est très importante et surtout à Metz, puisque Metz va devenir la capitale du royaume d'Austrasie. Et donc on aura ici à Metz les noces, par exemple, de Brunehaut et Sigisbert et le palais des rois d'Austrasie. Arnoux également, qui a été un maire du palais sous les rois mérovingiens, eh bien, est un ancêtre de Charlemagne. Ce site fera l'objet de longues fouilles archéologiques à la fin du XXe siècle. En effet, pendant près de 25 ans, entre 1967 et 1991, les archéologues vont peu à peu percer les mystères du Mont Saint-Germain. Un site qui suscite l'intérêt dès le 19e siècle déjà. Au 19e siècle, les habitants de Châtel-Saint-Germain vont faire des jardins sur ce promontoire, vont installer également sur les versants des terrasses pour planter des vignes. Donc là aussi, à partir de ce moment-là, ils vont mettre à jour des bases de murs, de tours et probablement découvrir des objets qui ont bien sûr aujourd'hui disparu. En 1867, Ernest de Bouteiller va pas exactement faire des fouilles, mais en tout cas, il va décrire ce site. Malheureusement, il n'a fait aucun croquis, aucun plan, aucun relevé. Voilà, on ne peut pas vraiment se servir d'une manière scientifique de ces écrits. Si la plupart des découvertes archéologiques faites au Mont Saint-Germain sont aujourd'hui exposées au musée de la Cour d'Or, certaines ont été gardées par la municipalité. Désormais, ces ruines qui surplombent le village font partie de la vie quotidienne des promeneurs qui peuvent venir admirer ces vestiges d'autrefois et leurs quelques 50 siècles d'histoire. Voilà donc pour ces 3 sites exceptionnels. Le passé a bien des façons de ressurgir dans le présent et de raconter son histoire. Les ruines de ces époques révolues qui ont enrichi la Moselle sont bien évidemment l'une des manières les plus spectaculaires de découvrir notre passé et sa chronologie. Et comme le disait Charles Péguy, le triomphe des démagogies est passager, mais les ruines, elles, sont éternelles. À dimanche prochain pour de nouvelles découvertes historiques au cœur de la Moselle.